Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore des spray du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous, et c'est avec un très grand plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour cette parenthèse scientifique numéro 2. Numéro 2. Alors aujourd'hui, la thématique sont les services écosystémiques. Donc comme toujours, un retour sur une conférence scientifique de la Fondation, des actus environnement, l'anecdote de Manon et les actus de la Fondation. Et avec moi autour de la table, aujourd'hui, il y a Mathilde. Bonjour. Manon. Bonjour. Damien. Bonjour. Et un nouveau venu, Clément, qui nous accompagne pour la logistique. Bonjour Clément. Bonjour. Alors vous allez voir aujourd'hui que les services écosystémiques sont un sujet relativement chaud. Alors ça balance pas mal à Paris, mais aujourd'hui ça balance pas mal à Bourg-les-Valences. C'est quand même un sujet qui fait débat ici entre les membres de la Fondation. Alors qu'est-ce qu'on appelle les services écosystémiques ? Eh bien ce sont les services qui sont rendus par la nature à l'homme. Donc ce cadre conceptuel, il est apparu il y a environ une trentaine d'années, lorsqu'on a observé le début de la dégradation des écosystèmes et évidemment la dégradation de nos ressources naturelles. Il s'agit pour les chercheurs, via cette technique de recherche, d'aller identifier les services qui nous sont rendus par la nature, de leur attribuer une valeur marchande afin de mieux évaluer le coût de ces services rendus par la nature, mais surtout le coût de leur perte. Alors vous allez voir que ça va nous aider et surtout ça aide les décideurs à poser des actions de protection les plus pertinentes pour protéger ces ressources. Et c'est le sujet de prédilection du professeur Anthony Lehmann, qui est chercheur à l'Université de Genève et qui est venu donner une conférence sur ce sujet à la Fondation. Allez, on vous raconte une partie de cette conférence. C'est parti. Vous reprendrez bien un peu de science? L'autre jour, nous sommes partis faire une petite balade en forêt entre collègues. Un vrai plaisir en ce début d'automne. Si l'idée initiale était de ramasser du petit bois pour alimenter notre cheminée à la Fondation, et avec un peu de chance grappiller quelques châtaignes ou champignons en chemin, nous voulions surtout prendre un grand bol d'air frais et déconnecter du quotidien, en admirant les couleurs changeantes des arbres, écouter le chant des oiseaux. Et oui, c'est vrai Mathilde, on est tous revenus très revigorés de cette petite balade, l'esprit complètement neuf, avec de belles trouvailles et remotivés à fond pour travailler sur cette belle émission. Et bien là, je vais vous dire un truc assez étonnant. La forêt, elle nous a rendu service. Oui, et j'irai même plus loin, Manon, en disant que la forêt a répondu à nos besoins. Elle nous a nourris, chauffés et nous a fait du bien. Alors là, on touche quand même au cœur de la définition des services écosystémiques. C'est pas un simple catalogue de ressources naturelles produites par les écosystèmes, mais il y a aussi la notion de service dedans. Ça veut dire aussi la notion de besoin. On considère que ces services, finalement, répondent aux besoins de l'homme. Et oui, et en fait, il y a une grande diversité de services écosystémiques. Et afin d'y voir plus clair, les chercheurs les ont classés en 3 catégories. Donc tout d'abord, on a les services d'approvisionnement, puis de régulation, et enfin les services culturels. Donc le premier d'entre eux, les services d'approvisionnement, c'est la nourriture, l'eau, l'énergie. Et dans le cas de notre petite balade en forêt, ce sont le petit bois qu'on a ramassé pour faire du feu, et donc de la chaleur, les châtaignes et les champignons qui nous ont permis de nous nourrir pour le repas. Voilà, et puis on a aussi les services de régulation. Alors ceux-là, ils sont peut-être un peu moins évidents. L'exemple dont on parle le plus souvent, ça va être la pollinisation qui est faite par les abeilles, donc dont on a besoin dans les cultures. Et puis, on peut aussi penser à évoquer la purification ou l'épuration de l'eau et de l'air, par exemple par les sols, ou la régulation du climat. Dans notre forêt, par exemple, on va avoir une intense photosynthèse, c'est-à-dire une forte production d'oxygène par les plantes. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'Amazonie, en fait, c'est le poumon de la Terre. Et puis, un autre exemple aussi, en été, ces forêts permettent de faire des îlots de fraîcheur qui vont nous protéger des canicules. Et enfin, les services culturels, qui, à mon sens, les plus abstraits, mais les plus essentiels. C'est tout ce qui va être lié au bien-être, produit par cette balade en forêt, donc pour continuer sur l'exemple, au loisir et à la beauté, ou encore, pour aller plus loin, la valeur spirituelle. La nature nous fait du bien lorsqu'on s'y promène. Alors, régulation, approvisionnement, culture. Donc, pour résumer, la nature nous offre tout ce dont on a besoin pour vivre, finalement, de la nourriture, de l'air, du bien-être.
Alors l'un des objectifs principaux de ces recherches, c'est de préserver ces ressources. Mais finalement, quelles sont les démarches qui vont nous permettre de définir ces services ? Alors, afin de définir ces services et d'identifier précisément les services écosystémiques, il y a beaucoup de méthodes qui ont été développées, et l'objectif du jour, c'est pas de rentrer dans les détails de ces méthodes, mais de vous donner deux méthodes principales. Donc la méthode consultative, qui consiste à aller questionner les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs, sur les problèmes existants et les enjeux qui en découlent. Et dans l'exemple de la balade en forêt, ça peut être par exemple les gardes forestiers, les ingénieurs forestiers. Et une des premières étapes, du coup, pour identifier les services écosystémiques et les quantifier, c'est la cartographie. Oui, Damien, et d'ailleurs, j'en profite pour placer un exemple que nous a donné le professeur Lehmann sur un pays asiatique. Du coup, ils ont voulu établir une cartographie des services écosystémiques sur leur territoire. Ils ont fait plusieurs cartographies sur l'utilisation du sol, le service d'approvisionnement en nourriture, la séquestration du carbone, etc. Ils ont un peu combiné toutes ces cartes pour avoir une cartographie finale, et ce qui a permis ensuite aux décideurs d'en déduire un certain nombre de zones à protéger en priorité, en fait. Ce qui a donné quand même 35% du territoire à protéger, à hiérarchiser en fait ces zones-là. Bon, on peut interroger sur ce chiffre, est-ce que c'est suffisant, pas assez ? Bon, voilà, ça reste à questionner. En tout cas, c'est déjà une première étape. Et on voit vraiment la nécessité de l'application de ces services écosystémiques pour protéger les aires qui ont un potentiel un peu maximal pour les sociétés humaines. Oui, on parle de protection de la nature et des ressources, mais nous n'avons pas abordé l'une des spécificités du domaine des services écosystémiques, qui consiste en fait à attribuer une valeur monétaire et donc identifiable dans notre économie mondiale. Ceci afin de faciliter la prise en compte politique des enjeux environnementaux chez les décideurs. Et oui, par exemple, pour définir une orientation politique en faveur de la protection des abeilles, il faut pouvoir chiffrer le coût de leur disparition. Alors bien entendu, c'est très compliqué et très difficile de donner un chiffre précis, puisqu'un grand nombre de critères sont pris en compte. Mais une étude récente, qui date de début octobre, estime que la moitié des espèces florales est menacée par la disparition des pollinisateurs, donc abeilles, bourdons, frelons, laissant entrevoir des répercussions significatives pour l'ensemble de la biodiversité, mais aussi économiques. Donc, par exemple, le coût de la perte des pollinisateurs a été estimé à 3 milliards d'euros en France, selon le ministère de l'Environnement. Oui, donc finalement, c'est quand même un domaine essentiel pour pouvoir attribuer une valeur à ces services qui sont rendus par la nature. Et finalement, ça permet d'établir des ponts entre les écosystèmes, les sociétés et l'économie. Mais finalement, cette monétarisation de la nature, elle est essentielle pour que nous ayons un langage commun. Mais ça fait quand même débat, parce qu'en parallèle, le fait d'attribuer une valeur monétaire à ces services rendus par la nature, qui au départ sont gratuits, est quand même largement, on va dire, discutable, n'est-ce pas ? Et puis aussi, le deuxième débat, c'est qu'évidemment, c'est un concept qui est largement anthropocentré. Oui, et je rebondis sur ça, Delphine, de mon côté, parce que cet aspect anthropocentré, selon moi, est à la fois le problème et le moyen de le résoudre. Pour faire clair, nous sommes à l'origine, nous humains, de la grande majorité de la dégradation de l'environnement, et donc c'est à nous de le protéger et de restaurer les écosystèmes. Et toujours selon mon avis, peu importe le moyen, étant donné l'urgence. Donc s'il faut chiffrer et monétiser tout ça, allons-y. Et oui, et même si on a vu que les services écosystémiques permettent de structurer et quantifier les services rendus par la nature, donc ça reste, comme vous le disiez, très discutable. Et pour moi, une des limites est que les systèmes écosystémiques sont, comme vous l'avez dit, anthropocentrés. Est-ce que ça fait encore du sens de placer l'homme au centre de tout ce cadre conceptuel ? Car depuis 50 ans, on a vu qu'il y avait une évolution de la perception de la nature, comme le professeur Lehmann nous l'a dit, et de sa protection et du lien avec l'homme. Donc au début, on avait un concept qui était plutôt protéger la nature pour la nature, ensuite protéger la nature pour protéger l'homme, et actuellement, on tend plutôt à protéger la nature et l'homme en même temps. Donc l'anthropocentrisme, ici, pose question. De plus, les services écosystémiques ont quand même d'autres limites, qui sont les outils qui découlent des services écosystémiques étant parfois difficiles à transférer et utiliser en politique publique, parce que c'est un concept qui est en perpétuelle évolution et donc très difficilement transférable aux politiques publiques.
Oui, c'est vrai que ce fait de protéger en fait la nature par rapport aux ressources qu'elle apporte à l'homme, c'est pas protéger la nature pour elle-même, c'est-à-dire qu'on va faire des choix qui vont être largement en notre faveur. Et donc c'est ça qui effectivement pose peut-être question. Alors après, en ce qui concerne les décideurs, l'intérêt de ces services écosystémiques et de ces recherches, c'est que ça va permettre de mettre en place des modèles, des scénarios. Et à partir de ces scénarios, on va pouvoir bouger certains indicateurs, certains facteurs et voir l'effet qu'ils vont avoir sur la nature et notamment l'environnement. Et ça, c'est intéressant parce que grâce à ces scénarios, on peut imaginer notamment certaines lois, faire passer certaines lois et voir l'effet qu'elles auront sur l'environnement. Et c'est d'autant plus important que finalement, il y a certains effets sur l'environnement qui sont à long terme. C'est pas des choses qu'on va voir sur 2 ans ou 3 ans, c'est des choses qui vont arriver sur des siècles. Et ça, c'est vraiment important. Donc évidemment, il y a encore une fois cette partie économique qui pose question. Est-ce qu'on a le droit de poser une valeur monétaire sur des choses qui sont normalement gratuites ? Ouais, moi je vais revenir dessus un peu. Bon, ça fait un peu référence un peu à notre affect personnel en fait. Parce qu'en écoutant la conférence, ça m'a mis assez mal à l'aise en fait, cette partie un peu économique et de vouloir faire rentrer la nature dans tout ce qu'elle nous apporte et tout ce qu'elle nous apporte dans un cadre beaucoup trop contraint et limitant de termes économiques. Mais voilà, ça faisait un peu référence, vouloir faire rentrer la nature dans un système commercial. Bon. Puis finalement, déjà, on a apprécié quand même que Anthony Lehmann soit clair sur les limites de la méthode. Il faut vraiment prendre les services écosystémiques pour ce qu'ils sont. Un terrain d'entente, une sorte de standard commun pour enfin comprendre l'importance de l'environnement et sa protection dans un cadre réglementaire justifié. C'est une sorte d'étape administrative à passer, en fait. Du coup, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Et on peut faire un peu le parallèle avec la santé. On dit souvent la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et c'est pareil pour la protection de la nature et pour nous, ce qu'on y retrouve aussi. On est en train de comparer ce qui n'est pas vraiment comparable, mais on n'est pas dans un même système de valeurs, mais dans le monde globalisé d'aujourd'hui, c'est nécessaire. Merci Manon. Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu en conclusion ? Une conclusion plus personnelle peut-être ? Moi, j'étais très novice dans ce cadre conceptuel, donc j'ai beaucoup appris dans ce système, processus de décision qui vise à protéger l'environnement. Donc aujourd'hui, encore une fois, les constats sont là sur l'état de notre biodiversité. Or, il est reproché aux différents gouvernements de ne pas agir pour protéger notre environnement. On entend beaucoup ça en ce moment. Donc, j'ai eu, grâce à cette conférence, une clé de réponse sur ce processus de décision qui peut être donc parfois très long à mettre en œuvre. Bon, moi, pour ma part, cette conférence m'a permis de comprendre déjà les différents types de services écosystémiques et ce à quoi ils sont utilisés par les décideurs. Même si ce sont des outils très très complexes, comme on l'a dit précédemment. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces services sont très variés et gratuits. On ne se rend souvent pas compte de ces services écosystémiques. On n'en a pas conscience. Et en fait, moi, une chose qui m'a marqué, c'est le fait que si on regarde une carte IGN assez précise, par exemple en Dromardèche, on peut différencier différentes zones, des zones forestières, des prairies, des rivières, et les associer à des services écosystémiques et ainsi les lister. Merci à tous. Donc finalement, des services écosystémiques intéressants pour aller identifier les ressources, mettre en place des systèmes de protection, mais avec des limites quand même derrière sur l'identification de ce qu'on va protéger et puis aussi l'attribution d'une valeur économique à ces services. Eh bien, merci à tous. Si vous voulez en savoir plus sur les services écosystémiques, on vous invite à aller voir le MOOC sur Coursera parce que c'est gratuit. C'est le MOOC de l'Université de Genève. Et donc voilà, on vous invite à aller le voir et je crois que ça doit être 3 semaines, mais c'est pas tous les jours, ça doit être 1 heure ou 2 heures par semaine, quelque chose comme ça. Voilà, et c'est parti, on fait une petite pause musicale avec Iggy Pop, The Passenger. I stay under glass.
passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Passenger, how it rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees the side and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. 'Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Singing la 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 la. Passenger, he rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Oh, singing la 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 la. La 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 la. La 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 la. Singing la 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 la. La 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 la. Vous reprendrez bien un peu de science ? Allez, on passe aux actus. On était en train de se dire, on est quand même un tout petit peu tout mou, là. C'est lundi matin dans le studio aujourd'hui. Allez, les actualités scientifiques. Le vendredi 8 octobre, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a reconnu pour la première fois que disposer d'un environnement propre, sain et durable est un droit humain. Et ça, c'est un progrès extrêmement important pour la justice environnementale qui se base sur les droits de l'homme. Alors justement, on parle de justice environnementale. J'imagine que vous avez tous entendu l'affaire du siècle. La décision est tombée le 14 octobre dernier dans le cadre de cette affaire du siècle. Le tribunal administratif de Paris a tranché. Le gouvernement a jusqu'au 31 décembre 2022 pour réparer le préjudice écologique causé par le non-respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est quand même une sacrée victoire pour les organisations de l'affaire du siècle et les 2 millions de Français qui avaient soutenu leur demande en 2018. Alors, on parle de droit à un environnement sain comme un droit humain. Et justement, voilà de bonnes nouvelles concernant la qualité de l'air. Tout à fait, Delphine. Alors, le 2020, c'est une année record pour la qualité de l'air. Donc en effet, le 14 octobre dernier, le ministère de la Transition écologique a publié ce bilan 2020 de la qualité de l'air extérieur. Et c'est l'année donc, du Covid, comme vous le savez, du confinement. C'était la meilleure année jamais enregistrée en termes de qualité de l'air en ce qui concerne donc, les particules fines, mais aussi le dioxyde d'azote, donc un gaz à effet de serre. Et c'est dû à la baisse du trafic routier, par exemple, et à la baisse de l'activité. Et Santé publique France a même donc estimé qu'on avait évité 2000 décès grâce à ces émissions de particules fines et 1000 décès évités à cause du dioxyde d'azote.
Eh ben voilà des bonnes nouvelles. Merci Damien. Et enfin une dernière actu environnement pour aujourd'hui. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler de la COP26. Alors qu'est-ce que la COP ou Conferences of the Parties ? C'est un sommet qui réunit chaque année les 190 États signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette année, cette COP26, elle va avoir lieu à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre dans un contexte assez particulier puisque 2020 a été enregistré cette année comme l'année la plus chaude. Cette année sera dédiée à la mise en place d'un plan d'action global pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, qui sont, je vous le rappelle, 45% de réduction des gaz à effet de serre en 2030 et 0% d'émissions en 2050. À rappeler également que les États-Unis ont rejoint de nouveau la COP, puisque juste après l'élection de Joe Biden, et à savoir également que seront discutées, et ça c'est une grande avancée, en plus de ce plan d'action, des stratégies d'adaptation au réchauffement climatique, ce qui veut dire que ça y est, les États ont reconnu ce réchauffement. À noter également pour la biodiversité, ding ding biodiversité, la COP15 qui a eu lieu en visio cette année, du 11 au 15 octobre, et qui a donné lieu à la déclaration de Kunming, qui sera consolidée en avril prochain, à Kunming, en Chine, en présentiel. Voilà, c'était les petites actus générales. Et maintenant, on passe à l'anecdote de Manon. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'une idole locale, Jean-Louis Giraud-Soulavie. Comment ? Ça ne vous dit rien ? Ce personnage génial mérite pourtant plus de reconnaissance. Et vous allez découvrir pourquoi. Soulavie, né en 1752 à l'Argentière dans le sud de l'Ardèche, était à la fois prêtre, géologue, géographe et historien. Ses observations naturalistes dans le Vivarais le menèrent à s'intéresser à la fois aux sédiments, aux fossiles, aux volcans, à la botanique, au relief. Bref, un naturaliste accompli. Ses idées étaient largement progressistes pour l'époque, et tout prêtre qu'il était le mettait souvent en porte-à-faux avec l'Église. En effet, il était alors admis, depuis une étude approfondie des données de la Bible, que la Terre avait été créée 4004 ans avant Jésus-Christ, donc c'est-à-dire il y a 6000 ans. À l'époque des Lumières, les scientifiques qui commencent timidement à avancer des âges plus lointains sont bien vite invités, si je puis dire, à revenir sur leurs propos. On connaît les méthodes douces et délicates employées par l'Église à l'époque. Et beaucoup de scientifiques se rétractent donc. Comme disait Buffon, un autre naturaliste, il vaut mieux être plat que pendu. Cependant, notre Ardéchois aux multiples facettes semblait être doté d'un sacré caractère. Après quelques passages en prison suite à ses déclarations scientifiques, il rejoint bien vite l'élan révolutionnaire qui agitait la France dès 1785, abandonnant à la fois la prêtrise et son travail scientifique. L'Ardèche, pays aux 100 visages, comprenant à la fois volcans anciens et monts calcaires, fut son terrain de prédilection. Il y mena nombre d'observations et élabora des thèses brillantes et moins brillantes. Ainsi, il osa avancer que les habitants de pays volcaniques étaient ardents et révolutionnaires, influencés dans leur caractère par l'atmosphère électrique qui émanait des roches. A l'inverse, les habitants de pays non volcaniques étaient beaucoup plus réfractaires et il les qualifia même de mous. Observateurs, certes, mais était-il si neutre face aux événements sociétaux qui bouleversaient le pays et impliquaient son affect et ses valeurs ? De tels rapprochements prennent source dans des croyances personnelles bien plus que dans une analyse scientifique rigoureuse. Et oui, il faut bien rappeler que la science est avant tout une pratique sociale faite par des êtres humains dans un contexte culturel, social, politique et économique donné, comme le souligne si bien le paléontologue Patrick de Wever. À bon entendeur. Merci Manon. Eh bien, nous avons un caractère lié à la géologie. Très bien. Où êtes-vous né ? Non, justement, non. C'est ça qui me comprend, c'est pas rigoureux, là. Bon, pour ma part, c'est la Bretagne, donc on est un peu entre les deux, je crois. Merci beaucoup. Allez, on passe aux actus de la Fondation. C'est Mathilde. Oui, vous pouvez retrouver le replay de notre dernière conférence si vous n'avez pas eu la chance d'y assister. Conférence passionnante vignes et pesticides. Donc retrouvez ça sur la chaîne YouTube de la Fondation Rovaltin. À vos agendas, ensuite, la prochaine conférence aura lieu le 18 novembre à la médiathèque La Tour-Maubourg et parlera de notre santé par le prisme de l'alimentation et des substances toxiques. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du centenaire de la santé publique à Valence, qui se tiendra donc du 18 au 20 novembre prochain. Rendez-vous sur le site de la ville pour vous inscrire à toutes ces conférences, stands, animations, expositions, etc. Et enfin,
réservez dès à présent votre place pour visiter les profondeurs de l'océan. Le jeudi 2 décembre, nous accueillons François Sarano, qui est docteur en océanographie et ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau, rien que ça. Il animera une conférence sur le thème de l'océan comme dernier territoire sauvage. Sensation garantie avec des rencontres avec le grand requin blanc, les baleines et autres cachalots. Conférence gratuite à réserver sur le champ sur notre site internet fcsrovaltin.org. Merci beaucoup Mathilde. Bon ça y est, j'ai vendu mes origines. Alors donc ce qu'on fera, c'est que la prochaine fois, quelqu'un d'autre se livrera également. N'est-ce pas ? Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous. On a été très contents de partager cette nouvelle parenthèse avec vous. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires. On est toujours friands de ça. La parenthèse scientifique@gmail.com. Et puis la prochaine fois, on vous parlera de zones humides, de restauration et de phytoremédiation et aussi et de dépollution. Voilà, beau, tout ça. Eh bien, écoutez, merci à tous et je vous dis à la prochaine fois et au revoir à tous. Salut! Au revoir. Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore l'esprit du bocal. Qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.